Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Ce podcast peut également être utile à ceux qui les accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Bonjour Cathy. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode et en plus le premier en vidéo. Ça va être bien. Oui. On innove. Exactement. Alors, je t'ai appelée Cathy, mais en fait, si je peux te présenter, tu es Catherine Lachaud et tu es psychopraticienne en relations d'aide spécialisée dans les relations toxiques. Tout à fait. Et c'est un sujet qui te parle particulièrement parce que tu as 30 ans de relations toxiques derrière toi. Exactement. Oui. Alors, j'ai souhaité avoir cet entretien avec toi puisqu'on a échangé en off et j'ai trouvé ça fascinant. Cette notion de pervers narcissique, tout simplement parce que c'est une étiquette qu'on colle un peu à tout va aujourd'hui et qu'on ne sait pas qui ils sont vraiment et en quoi ça consiste. Ma première question, elle serait très simple, c'est est-ce que tu as des grands marqueurs, des grands traits pour identifier un pervers narcissique ? Alors, identifier un pervers narcissique, c'est toujours compliqué. Je veux quand même apporter une petite nuance, c'est que je suis spécialisée dans les relations toxiques, et les relations toxiques n'impliquent pas nécessairement une personne perverse narcissique. Ouais. Le fait est que c'est celles dont on entend le plus souvent parler parce qu'elles sont vraiment dévastatrices. Reconnaître un pervers narcissique, déjà, ce qui serait bien, ce serait d'arrêter d'utiliser ce terme-là à toutes les sauces, hein, simplement parce qu'on est fâché contre son ex. C'est quelque chose de très précis. C'est une pathologie, mais ça n'est pas répertorié au DSM-5, qui est le manuel diagnostique des pathologies en psychologie, en psychiatrie. C'est à la fois embêtant et rassurant, parce que si c'était répertorié au DSM-5, les auteurs de ces violences pourraient se targuer d'être malades, et donc c'est pas de leur responsabilité. Donc quelque part, c'est quand même quelque chose de bien. C'est une personne qui a à la fois la pathologie de type pervers et la pathologie de type personnalité narcissique. C'est-à-dire, pervers, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir les autres, voilà, par plaisir. Et quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui ramène tout, absolument tout à lui. Voilà, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Ces deux pathologies combinées font une personne qui tire profit de toutes les personnes de son entourage. Et alors, du côté affectif, c'est une vraie catastrophe, parce que ce sont des personnes qui vont aller choisir un conjoint, une conjointe, pour le plaisir de le mettre à son service et de la détruire. Voilà, tout simplement, pour s'approprier, en fait, des choses qu'il n'a pas. Pour rentrer un peu plus dans le détail, un pervers narcissique, c'est une personne qui a une mentalité, un développement social, physique, intellectuel d'adulte, avec à l'intérieur le développement émotionnel d'un enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant de 6 ans ? Eh bien, si vous le contrariez, il n'est plus votre copain. Si vous refusez de lui acheter une sucette, il se roule par terre et il hurle dans le magasin, etc. Eh bien, c'est un adulte qui a exactement ce comportement-là, sauf que quand on est un enfant de 6 ans, on ne fait pas grand mal. Quand on est un adulte, eh bien, les moyens de s'imposer sont très différents, les mots font très mal, et éventuellement, des fois, il y a de la violence physique également. Et c'est peut-être ça qui les rend si difficiles à démasquer, c'est cette apparence d'adulte. Alors, comment ça se fait que c'est difficile à démasquer ? Je vais utiliser une analogie que j'aime beaucoup. Vas-y. Tout le monde aime les chats, en général. C'est mignon, les petits chats. Ouais. Ils sont très, très mignons, les petits chats. On aime bien leur faire des câlins, ils viennent nous faire des câlins, etc. Et puis quand ils en ont marre, ils se fichent le camp. Hein. Bon, ils sont pas non plus à notre service. On se méfie pas du petit chat, il est très gentil. Et puis le petit chat, souvent, il nous ramène un petit cadeau. Une petite souris, un petit oiseau qu'il a été chassé tout fier, et puis il nous le ramène, et puis nous, oh, quand même, t'exagères, merci, c'est gentil, mais bon.
Bon, bah, le petit chat, quand il a couru après sa petite souris ou son petit oiseau, est-ce qu'il avait envie de lui faire du mal? Non, c'est Pas son instinct. forcément. Non. C'est son instinct. Il a vu passer un truc qui bouge, c'est rigolo, il joue avec. Il joue, il joue, il joue. D'ailleurs, on peut constater qu'il ne l'a pas mangé puisqu'il nous l'a ramené, hein, donc c'est pas pour se nourrir. Bon. Il joue, il joue, il joue, puis la conséquence de son jeu, c'est qu'il a tué l'oiseau ou la souris. C'est très embêtant parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est que l'oiseau ou la souris ne bouge plus. Et donc, bah, c'est plus très drôle. Donc, on ramène ça au maître en disant, bah voilà, j'ai cassé mon jouet, je vais aller m'en chercher un autre, je te laisse celui-là. Le chat n'est pas méchant pour autant. Le chat, il a répondu un instant, il a vu un truc passer, il a joué avec, et point. Et pourtant, on aime bien notre petit chat. Pour autant, si on est une souris ou un oiseau, eh ben, faut pas rester à côté du chat. Eh bien, le pervers narcissique, c'est exactement ça. Son instinct, c'est de détecter quelqu'un qui va l'intéresser pour des qualités précises, de l'exploiter, de jouer avec, et la conséquence de son jeu, ça va être la destruction de la personne. Mais en fait, il s'en fiche complètement, c'est juste comme s'il avait cassé un jouet, il va aller en chercher un autre. Il s'en fiche parce qu'il est incapable de le ressentir ou ça n'a vraiment aucun intérêt pour lui? Alors, certains spécialistes disent que le pervers narcissique est parfaitement conscient de ce qu'il fait et qu'il le fait volontairement. D'autres disent qu'il n'est pas conscient. Ma vision des choses, c'est que c'est une personne qui est absolument consciente de ce qu'elle fait, mais de la même façon que le chat, elle ne voit absolument pas ce qu'il y a de mal à le faire, dans la mesure où ça satisfait un besoin, une envie personnelle. Est-ce que par exemple, faire virer un collègue simplement parce qu'on a envie d'avoir son poste, c'est mal? Bon, lui, non, c'est pas mal, puisque lui, il veut le poste. Donc, si le poste lui revient, c'est parfait, il n'y a pas de souci. On s'en fiche de fiche la vie en l'air de quelqu'un, tant qu'on a satisfait son propre désir. Là, c'est le côté narcissique. C'est le côté narcissique, et le côté pervers, c'est le fait de dire, bah, je peux virer quelqu'un. Je peux faire virer quelqu'un, ça ne me dérange pas tant que ça satisfait mon problème. Ça va faire souffrir la personne, mais quel est le mal de faire souffrir quelqu'un? Il n'y en a pas, puisque ça me sert. Voilà. Et d'ailleurs, tu parles le collègue, tu parles le conjoint, quand on a échangé en off, et c'est ça aussi qui m'a donné l'envie de faire cette interview avec toi. Tu m'as précisé qu'ils avaient des cibles ou des proies, si on reprend la métaphore du chat, des proies particulières et préférées. Oui, alors on jette souvent l'opprobre sur les victimes de ces personnes en disant oui, mais c'est une personne faible, oui, mais il faut te bouger un peu, etc. En fait, ils ont des proies spécifiques. Qu'est-ce qui se passe avec un pervers narcissique? C'est une personne, en fait, qui, dans sa construction, à l'enfance, a subi un traumatisme quelconque. Ça peut être très violent ou pas du tout, hein, mais quelque chose qu'il a vécu comme un traumatisme, qui a fait qu'il a voulu stopper son développement émotionnel, de façon à ne plus souffrir de ce qui va lui arriver. Donc ça peut être, je sais pas, il n'a pas supporté le divorce de ses parents à l'âge de 5 ans, même si ça s'est fait sans violence, etc. Mais ça a été trop intense pour lui. Pour se protéger, il a dit, bon, ben moi, stop, j'arrête de me développer émotionnellement, ça fait trop mal. Donc je continue de me développer intellectuellement, je continue de me développer physiquement, mais terminé. Donc il a appris, pour paraître en société, à développer des émotions fictives. C'est-à-dire qu'il va imiter ce qu'il voit des autres. Ah bah tiens, quand Pépé est mort, maman était triste, donc quand les gens meurent, on est triste, donc je pleure. Voilà. Mais c'est un acteur qui apprend cette émotion, il ne la ressent pas vraiment. Ils ont ce qu'on appelle une empathie cognitive. Ils sont tout à fait capables de comprendre qu'on développe une émotion, mais ils n'ont pas d'empathie affective ou émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ressentir l'émotion avec la personne. Ils ont simplement appris qu'on ressent telle ou telle émotion en telle ou telle occasion et que pour bien s'intégrer, eh bien, on les singe. D'accord ? Pour paraître tout à fait normal. Sauf que tout ça,
ça présente un énorme vide émotionnel pour ces personnes. Mmh. Et elles ont besoin de ressentir des émotions, sauf qu'elles n'en sont pas capables. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller chercher des personnes qui ressentent les émotions et de préférence qui le ressentent très fortement. Donc ils sont à la recherche de personnes qui ont de grandes qualités affectives, émotionnelles, sociales, pour 2 raisons. La première, c'est que, eh bien, quand on veut, quelque chose, le mieux, c'est d'aller, à l'endroit où il y en a le plus possible. D'accord, par D'accord? Donc exemple? si je veux ressentir, si j'aimerais bien apprendre à ressentir de l'amour, de Mmh. la joie de vivre, du bonheur, de la fierté et cetera, je vais pas aller chercher une personne déprimée, Mmh. au RSA, qui pleure toute la journée. C'est pas possible. Ça va pas m'apporter ce que je viens chercher. Ah non. Par contre, si je vais aller chercher une personne qui réussit sa vie, qui, est toujours, souriante, est très intelligente, qui a un très grand réseau amical, familial, qui a une structure assez solide, des valeurs bien ancrées et cetera. Là, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à prendre et puis il y a surtout un défi à relever. C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à prendre tout ça à cette personne avec qui a toutes ces qualités? Et puis si j'y arrive, je suis vraiment le grand vainqueur. Donc ça, c'est la première, la première chose qui est importante. Et puis, comme ce sont des personnes qui sont à fleur de peau, eh bien, ce sont des personnes qui vivent, les hauts et les bas très fortement. Mmh. Donc ces personnes-là, quand elles ont un petit coup de blues, heu, elles ont, heu, elles ont raté un truc au boulot et puis ça leur a foutu un coup et cetera, bah, elles ouvrent une petite brèche qui les rend vulnérables Ouais. et on peut rentrer facilement. Tu sais, je comprends ce que tu vis, c'est très compliqué, mais moi je comprends, je suis là, je vais t'aider, je vais et donc on amadoue cette personne et on lui fait comprendre qu'on va être là pour elle, on lui montre un masque fabuleux, D'empathie. et voilà, d'empathie, et la personne en face de soi dit: «Mais c'est formidable, j'ai jamais rencontré une personne qui me comprend aussi bien», et on tombe dans le piège. Voilà. Et on peut, du coup, le pervers narcissique va pouvoir commencer à se servir parce que très facilement, on va commencer à se dévoiler à cette personne en qui on va avoir vraiment confiance. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas avant? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un, si tu réussis, que tu as un cercle d'amis, que tu as une valeur, que tu as une famille, que tu es bien et que tu as une empathie, des émotions assez développées, qu'est-ce qui fait que tu ne perçois pas que lui, en fait, n'en a pas ou elles sont fausses? Alors, parce que ce sont des grands acteurs, des très très grands acteurs. Ce sont des personnes qui sont manipulatrices, qui utilisent des procédés de communication qui sont très Mmh. particuliers et qui plongent les personnes, alors victimes ou complices, dans une espèce de brouillard mental. Ce sont des personnes qui ont généralement du charisme. Mmh. Heu, alors, il existe 2 sortes de pervers narcissiques, pour faire simple. Le pervers narcissique grandiose, personne Mmh. flamboyante, type, star à la télé, personnage politique, grand chef d'entreprise et cetera. C'est des gens qui se montrent, qui sont vraiment très très populaire. Et puis il y a le pervers narcissique introverti qui lui va être beaucoup plus discret. Et là c'est encore pire, hein, à trouver, c'est une Ouais. catastrophe. Euh, mais ces personnes-là vont utiliser un système de communication très particulier qui va tourner autour de différents procédés, la flatterie, bien Mmh. sûr. Euh, et puis il y a tout ce système qui sème le trouble, c'est-à-dire qu'on va avoir des échanges qui sont pas forcément toujours très clairs. Par exemple, tu aurais un exemple concret? Alors, un exemple concret, bah tiens, si je peux, je t'emmènerai, à la plage, ce week-end. OK. Arrive le week-end, alors, tu m'as dit qu'on part pas à la plage? J'ai jamais dit qu'on partirait à la plage. Ah bon, tu m'avais pas parlé de partir à la plage? Non, j'ai dit: «Si je peux, on partira à la plage ce week-end». Mais tu as quelque chose de prévu donc? Ah non, mais je peux pas. Mmh. Mmh. Donc là, tu te retrouves dans une confusion. Mmh.
Je dis: «Mais j'ai cru à une promesse et c'est volontairement Mmh. flou, hein, bien sûr. J'ai cru à une promesse et je me suis trompée. Mais non, tu et puis on va pas se gêner, alors pas tout au début, mais on va pas se gêner pour te le dire, non, non, tu as pas compris. Mmh. Tu as pas compris, c'est pas ça que j'ai dit». Et puis donc on va se dire: «Bah oui, c'est vrai, j'ai pas, c'est vrai, il a dit je si je peux». Bon là, il peut pas effectivement, bon d'accord, OK. On sait pas trop bien pourquoi il peut pas, mais il il peut pas. Donc tu as ces communications floues. Et puis tu as, très souvent l'utilisation de l'ironie, qu'il fait passer pour de l'humour, Mmh. heu, devant tout le monde. D'ailleurs, ça fait en général rire l'auditoire et beaucoup moins la personne intéressée. Donc il a ce côté flamboyant en plus qui séduit Voilà, l'extérieur. OK. voilà. Et puis donc, bah, c'est un personnage. Qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'elle est drôle, qu'est-ce qu'elle est intéressante, oh là là, mais tu as vraiment trouvé la perle rare, Il est voilà, incroyable. et donc du coup, la victime culpabilise de se dire: «Mais moi je me sens mal à un moment donné» Mmh. ou «Ouais, cette communication qu'on a eue où j'ai pas bien compris, tout le monde me dit que cette personne est géniale, c'est moi qui ai un problème». Ouais. Voilà. Donc en fait, avec ce système de communication, très flou, des fois des injonctions paradoxales. Je me souviens d'une espèce de jeu d'une personne que j'ai connue qui disait, si tu manges pas, si tu finis pas ton assiette, tu pourras pas regarder la télé». Que fait l'enfant? Il finit son Mmh. assiette et puis quand il se lève de table, il va prendre la télécommande, il s'allume la télé et l'autre personne lui répond: «Bah non, tu peux pas regarder la télé». Alors l'enfant dit: «Bah, j'ai fini mon assiette». «Oui, j'ai dit que si tu finissais pas ton assiette, tu pourrais pas regarder la télé. Je t'ai pas dit que si tu la finissais, tu pourrais». Ah, c'est tordu. C'est comme ça. C'est en fait à l'autre, à la victime, d'interpréter les propos du pervers Mais elle le fait narcissique. quoi qu'il Alors que arrive normalement, toujours mal. ah bah, tu n'as aucune chance d'interpréter ça Mmh. correctement. Aucune chance. Là, c'est des injonctions paradoxales. Quoi que tu fasses, tu as faux. Mmh. Si on te, par exemple, si on te dit, bah tiens, il faudrait que tu ailles me chercher 2 baguettes, ordre Mmh. simple, va me chercher 2 baguettes. Tu reviens avec 2 baguettes, c'était pas les bonnes. Il fallait des baguettes moulées, il fallait des baguettes à la farine de tartempion, il fallait des, tu sais pas faire, Donc il y a voilà. cette capacité à souffler le très chaud et d'un coup, sans que tu saches pourquoi, le très froid ou le Et très violent. oui, et ça se fait insidieusement, c'est-à-dire qu'après ce genre de communication-là, tu vas avoir droit à, «Tu viens, on va au resto, on va se passer une soirée, en amoureux» ou, «Je vais te présenter un super client, tu vas pouvoir faire des affaires formidables avec», patati patata. Et donc là, on dit: «Bah non, cette personne, elle est pas mauvaise, elle a juste un petit caractère un peu difficile, mais, heu, c'est quand même une bonne personne». Et donc tu te retrouves à faire, des voyages, fabuleux ou alors à te faire présenter des personnes qui vont te permettre d'avancer dans ton travail ou rencontrer de nouveaux amis très intéressants. Et puis, bah, après ce rendez-vous-là, par exemple, tu te retrouves, «Ah tu as bien fait ton intéressante, tu es contente?» «Beh, comment ça, c'est toi qui m'as présenté, ce nouveau client?» «Oui, enfin je te l'ai présenté juste pour que vous vous rencontriez. Normalement, c'était pour moi l'affaire». Mmh. J'ai pas compris. Donc voilà, on se retrouve en permanence dans des montagnes russes, ce qui fait que le cerveau est tout occupé à essayer de comprendre ce qui se passe. Mmh. Du coup, on est figé, on est en état de sidération et on est incapable de bouger, incapable d'agir et en tout cas incapable d'agir de façon normale et rationnelle. On se retrouve même à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites autrement. Par exemple. Par exemple, si on se retrouve avec quelqu'un qui est fondamentalement un grand calme, Mmh. eh bien, à force de recevoir des injonctions paradoxales, des ordres contradictoires, des échanges vraiment pas clairs, du chaud, du froid, d'un seul coup, il va rentrer dans une colère noire.
parce qu'il est Il y a le perdu. cerveau qui disjoncte, quoi. Ou alors, si tu te retrouves avec une personne qui, dans l'intimité, par exemple, te dit sans arrêt oh, mais c'est quoi ces lunettes que tu as choisies? Ça te va vraiment pas. Oh là là, oh, t'as encore mis tes lunettes ce matin, mais vraiment, t'as vraiment une sale tête avec ces lunettes. Et puis, tu arrives à une soirée avec des amis, et puis tu as tes lunettes sur le nez, puisque tu es obligé de les porter. Et puis là, eh bien, la personne avec qui tu partages ta vie dit à tes amis, t'as vu, elles sont belles ces lunettes, hein? Alors tout le monde croit que c'est un compliment. Toi, tu sais ce que c'est. Et là, tu pètes un plomb devant tout le monde. En disant, mais ça suffit, tu vas arrêter avec ça. Et les gens vont simplement se dire, mais elle a un problème, cette personne-là. Il vient de lui dire qu'elle a des belles lunettes, et elle se met à hurler, qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas bien. Ouais. Voilà. Toi, Cathy, tu aides les personnes qui sont sorties de relations toxiques à se reconstruire. Oui. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont toujours dans cette relation toxique, qu'est-ce qu'elles aimeraient ou qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre? Alors, la première chose, c'est vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Parce que c'est la première question qu'on se pose. On se demande, mais j'ai un problème, je suis fou, je suis folle, il a raison, elle a raison, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je fais mal mon métier. Donc, la première réponse à ces personnes, c'est vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. La deuxième chose, soyez indulgent avec vous-même. La situation que vous vivez, vous n'en êtes pas responsable. Vous n'êtes pas une personne faible, vous n'êtes pas un imbécile, une imbécile. Vous êtes justement une personne qui a des grandes qualités, qui ont intéressé une personne qui n'en a pas, pour se les approprier. Donc en fait, vous êtes simplement en train de vous faire vampiriser, et ça n'est pas parce que vous êtes une personne faible, c'est justement parce que vous êtes une personne qui a de grandes qualités, et que vos émotions commandent un peu tout le reste, peut-être un peu trop. Donc soyez indulgent avec vous-même, et surtout essayez de trouver du réconfort à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont au fur et à mesure vous couper de votre entourage, que ce soit familial, que ce soit amical. Oh mais ta mère elle est vraiment insupportable. Oh puis ta copine Valérie là, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Moi je veux plus la voir. Tu sais ce qu'elle m'a dit à propos de toi. En plus tu te rends compte, voilà. Donc on prêche le faux pour vraiment mettre le doute dans la tête de la personne, et puis on l'écarte de tous ceux qui pourraient l'aider et la comprendre. Donc pour le coup, il faut tenir le coup et essayer le plus possible de maintenir un lien avec l'extérieur. Si on ne peut pas, essayez de trouver de l'aide chez un psychologue, chez un thérapeute, parce que c'est très difficile de se sentir incompris. Et puis, les premiers pas après, c'est simplement de faire la tentative de comprendre. Et alors attention, parce que ça c'est compliqué, comprendre la situation dans laquelle on est, et l'accepter et être indulgent vis-à-vis de ça, ne pas se flageller à propos de ça. On est dans une certaine situation, se demander si elle est acceptable ou pas pour nous. Et puis, ensuite, il faut comprendre que dans la façon de faire de ce genre de personnes, eh bien, il n'y a rien à comprendre. Et à partir du moment où on arrêtera d'essayer de comprendre les actions et les réactions de cette personne, on va commencer à pouvoir mettre un pied en dehors de ce système, de cet engrenage toxique. Parce que c'est ça, en fait, notre cerveau est conditionné pour toujours mettre du sens, comprendre. Mais là, c'est impossible. Il n'y a aucun sens. Voilà. On cherche du sens là où il n'y a absolument pas de sens. C'est quelqu'un qui va être capable de soutenir que la neige est verte. Et si jamais, toi, tu lui dis « mais non, elle est blanche, regarde », et que tu lui apportes des preuves, il va te démontrer par A plus B que la neige est verte et qu'il a raison ou qu'elle a raison. Avec des termes qui sont extrêmement violents psychologiquement. Tu parlais d'aller voir un professionnel.
Est-ce que tu recommanderais quand même quelqu'un qui soit spécialisé dans ce genre de relations toxiques? Parce que, Alors, mine de rien, c'est mieux. s'ils arrivent à embrouiller le monde extérieur, ils peuvent arriver à embrouiller un autre professionnel. Alors c'est mieux. C'est mieux d'aller voir un professionnel qui a cette expérience-là, pour 2 raisons. La première, tu viens de l'évoquer, c'est que ces personnes-là peuvent embrouiller un professionnel, sauf que ces personnes-là vont rarement consulter un professionnel, parce que ces personnes-là n'ont jamais de Bah problème. non. C'est l'autre qui a un problème, hein, c'est Oui. toujours, l'autre qui est coupable. Il pleut, c'est de ta faute. Mmh. Voilà. Il y a un embouteillage, c'est de ta faute aussi. Donc ces personnes-là vont rarement chez un professionnel, et quand elles y vont, c'est pour donner le change, c'est encore un masque. C'est-à-dire, je vais 3 fois chez un psy, tu vois, je suis allée chez un psy, c'est un con, il a rien compris, il est nul, Ah rien, je te l'avais c'est dit. le psy qui a un problème, c'est toi qui as un problème, tu m'enquiquines avec tes psys, voilà. Ou alors il va faire une thérapie de couple, et puis quand tu reviens, tu vois, le psy il a dit que c'était toi qui avais un problème. Alors que il y a que lui qui a entendu ça, mais Ouais. voilà. Donc oui, alors tu peux me rappeler la question parce que je me suis perdue dans mes. C'était dans tes conseils pour dans les choses que quelqu'un en ce moment dans une relation toxique avait besoin d'entendre. Tu conseillais d'aller voir un professionnel et je te demandais si ça valait le Ouais. coup quand même d'aller voir un professionnel spécialisé avec. Alors, ouais, effectivement. Donc le pervers narcissique, lui, va rarement y aller. Mais soit, il faut voilà, faut soi-même y aller, d'une part, parce que ça va être un espace privé dans lequel on va pouvoir se confier et se rassurer sur ce qu'on a vécu et sur la véracité, comment dire, le fait que ce qu'on vit est bien ou mal, parce qu'on perd toute notion de bien ou mal, de normal ou pas normal. Et il faut aller voir des personnes spécialisées, parce que malheureusement, bien qu'on en parle assez régulièrement, c'est un sujet qui est peu connu et pas si bien maîtrisé que ça par les professionnels de psychologie, de psychiatrie. Et parfois, il y a des maladresses dans la communication, et il faut éviter d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous survictimiser, d'une part, parce que ça, c'est pas une bonne chose, ou vous faire culpabiliser encore plus. Ouais. Peut-être que vous exagérez, madame, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Peut-être que vous pourriez tenter de faire tel effort. Et cette personne qui va aller voir un professionnel pour se faire aider n'a pas besoin d'entendre qu'il faut qu'elle fasse des efforts, c'est ce qu'elle entend à longueur de temps. Ça culpabilise encore plus, et ça la perd encore plus dans, dans les notions qu'elle a de ce qui est juste ou faux, et de sa capacité à comprendre et à évoluer dans la situation. Ok. C'est encore à elle de faire des efforts. Et donc là, il faut vraiment, effectivement, autant que possible, choisir quelqu'un qui s'y connaît, qui a une. Alors, il y a des associations. C'est Hein, ce que j'allais te demander. Est-ce que à l'écoute de ce podcast ou à l'écoute enfin en ayant un déclic ou n'importe quoi, si quelqu'un a envie et besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, est-ce que tu as des ressources, toi, ou des noms à partager? Alors, les recherches, l'aide à l'extérieur, la première chose, c'est l'entourage proche, autant que possible, si il existe toujours, parce que des fois, on a des personnes qui n'ont plus de famille, voilà, qui n'en sont pas séparées, mais qui n'en ont plus. Bon, bah là, c'est compliqué, ou qui ont été éloignés physiquement, géographiquement de leur famille, et donc là, c'est difficile. Mais entourage proche, dans un premier temps, pour gérer l'urgence, mais l'entourage proche, tout bienveillant qu'il soit, il va avoir du mal à communiquer correctement. Donc ensuite, il faut aller voir des associations, ne pas hésiter. Alors, moi, je fonctionne en partenariat avec l'association APDSL, qui s'occupe des personnes en relation d'emprise. Je mettrai les liens en commentaire. Ouais, donc homme ou femme, hein, et donc là vous avez une aide juridique, vous avez une aide, enfin des conseils, des gens qui sont passés par là, on vous aide à faire des démarches s'il s'agit par exemple de quitter un conjoint toxique avec des enfants, etc. On vous aide dans les démarches, on vous aide à trouver un avocat, à trouver les conseils qu'il faut. Je préconise
évidemment d'aller voir un psychologue ou psychiatre, ça c'est impératif. Ouais. Éventuellement, parlez-en au médecin traitant, on n'y pense pas. Ouais. Mais parlez-en au médecin traitant, quand vous allez le voir, vous êtes en huis clos avec ce médecin traitant, il est soumis au secret médical, donc vous pouvez vous confier et ce médecin pourra vous orienter aussi là où vous avez besoin d'être orienté. Donc ça, il faut y penser. Et puis, alors ça c'est vraiment le plus important, passer par un psychologue, un psychiatre, c'est capital. Ce sont des gens qui ont une vraie formation, un diplôme, voilà, qui appartiennent au corps médical, et donc c'est important de passer par des vrais professionnels de ce type-là. Évidemment, le mieux c'est qu'ils soient spécialisés. Et ensuite, les thérapies d'accompagnement qui fonctionnent pas mal du tout, parce que en fait, quand on vit une relation toxique, il se passe de manière physiologique exactement la même chose que pour une personne qui a vécu un attentat, un viol ou autre. Hein. On souffre du syndrome de stress post-traumatique. Donc, on a des modifications dans le cerveau qui se voient à l'IRM, qui font que cette personne va se retrouver en état de stress post-traumatique, donc hypervigilance, peur de plein de choses, des angoisses, des phobies, de l'agoraphobie, donc plus envie de sortir, plus peur de voir des gens, etc. Donc ça, c'est très important d'avoir un suivi pour ça. Et donc là, vous avez plein de thérapies qui peuvent rentrer en ligne de compte. Vous avez l'hypnose, vous avez le MDR, vous avez l'EFT, vous avez la sophrologie, le Reiki. Voilà. Chacun va pouvoir trouver la thérapie qui lui convient. C'est le mieux, c'est vraiment d'aller voir un psychiatre ou psychologue et d'agrémenter ça d'une autre thérapie ou 2 autres thérapies qui vont recentrer la personne sur elle-même, sur son bien-être, sur ses émotions, sur son corps, pour refaire le lien avec soi. Parce qu'en fait, on est complètement vidé de son énergie, vidé de son âme, hein, pour être très précis, et on perd le sens de ce qu'on est, de qui on est, on perd pied, on perd nos valeurs, on perd nos limites, et on ne sait plus qui on est. On n'a même plus confiance en ses propres émotions. Dans ce cas-là, ta métaphore du chat, je la déplacerais plutôt sur un vampire ou une sangsue émotionnelle. Hein. Oui, alors c'est un vampire ou une sangsue émotionnelle, mais la métaphore du chat, en fait, je l'aime beaucoup parce qu'on ne se méfie pas du chat. C'est vrai. Le vampire, on va s'en méfier. Oui, j'en ai jamais encore croisé, mais je m'en méfierai. Voilà, mais le chat, on peut le croiser, on ne s'en méfie pas. Et pourtant, si on est un oiseau ou une souris, il faut s'en méfier. Merci beaucoup, Catherine. On y voit beaucoup plus clair sur le fonctionnement d'un pervers narcissique et pourquoi ils sont attirés par certains types de personnes. Pour les gens qui ont quitté une relation toxique et qui aimeraient faire ce cheminement avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Alors, je propose un accompagnement en ligne, accompagné de 2 autres professionnels du bien-être, Laurence qui est spécialiste en énergétique et en gestion du stress, et une deuxième Cathy qui est spécialiste en feng shui oriental. Parce que, évidemment, quand on quitte une relation toxique, on doit se réapproprier aussi son environnement pour se sentir bien dedans. En sécurité, j'imagine. Voilà, en sécurité. Donc, Cathy intervient à ce niveau-là aussi. Et donc, on propose un programme d'accompagnement de groupe. Et donc, vous pouvez le trouver sur Les Filles d'Ève. Voilà, Les Filles d'Ève. Donc, vous pouvez aussi nous contacter. On a une adresse mail, lesfillesdeve3@gmail.com. Notre page Facebook, Les Filles d'Ève, la page. Il y a un groupe privé Facebook auquel on peut demander à adhérer également. Les Filles d'Ève, renaître et s'épanouir après une relation toxique. Instagram, et puis on a aussi un podcast qui s'appelle Relations toxiques et après, où on explique un petit peu tout ça, comment ça fonctionne une relation toxique, pourquoi on a du mal à en sortir, et puis on donne aussi des petites techniques pour se recentrer sur soi. Il y a des petites méditations guidées, des petites choses comme ça qui peuvent aider à se sortir de là. Super, merci beaucoup Cathy, en tout cas ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'on a appris beaucoup et je mettrai tous les liens que tu viens de mentionner en commentaire de l'épisode. Merci beaucoup à toi. Et puis bon courage à tous ceux qui souhaitent sortir de ce type de relation. Voilà, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Et puis prenez votre temps.
soyez indulgents avec vous. Merci. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il pourrait être utile à quelqu'un. Et vous pouvez me faire vos commentaires et me suggérer des invités ou des thématiques.